Cette semaine, au Balado, un politologue censuré par un grand éditeur, quand l'urgence devient la règle, la liberté en péril, le cri d'alarme du journaliste Christian Rioux, et on discute de la mise à jour économique au provincial avec Nicolas Gagnon. Sans oublier votre grand enjeu de la semaine. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média. Je suis votre animateur Francis Denis en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour. Notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont également traités en format écrit sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Alors, Jérôme, un premier article dont on va discuter ensemble aujourd'hui, son titre « Néo-nazi en Ukraine, un politologue censuré par un grand éditeur ». Cette entrevue que tu as pu réaliser avec le politologue Ivan Kachnovski, où il accuse son éditeur potentiel qui a finalement refusé l'éditeur, son nom est en Rutledge, d'avoir cancellé son livre dans lequel il expose des crimes de guerre et l'influence néo-nazie en Ukraine. C'est ça, donc je me suis entretenu avec Ivan Kachnovski qui vraiment, d'abord, est quelqu'un qui a un background académique assez important. Il est passé par la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis, l'Université Harvard, il est allé à l'Université de Toronto aussi. Aujourd'hui, il est professeur à l'Université d'Ottawa. Il est citoyen canadien, bon, d'origine ukrainienne, et effectivement, il a vu son dernier livre, enfin, qui allait être publié. Le contrat avait été signé avec Routledge. Il a vu son dernier livre donc être cancellé, comme on dit, là, selon la formule consacrée là, issue du wokisme, canceller son dernier livre à la dernière minute parce que, effectivement, on lui demandait d'inclure ce qu'il appelle des théories non fondées dans son manuscrit. Donc, M. Kachnovski traite notamment de l'influence des néo-nazis en Ukraine, bon, qui est un tabou, là, notamment le régiment Azov. Anne Orbonnel en a parlé à Libre Média quelques fois. Donc, toute l'influence, effectivement, des néo-nazis. Quand Vladimir Poutine parle de dénazifier l'Ukraine, ça a une certaine... c'est en partie vrai là, comme projet, c'est-à-dire que, bon, c'est quand même instrumentalisé idéologiquement parce que, bon, ça lui sert un peu de caution, Vladimir Poutine. Mais oui, il y a des néo-nazis en Ukraine. M. Kachnovski en traite dans son livre, mais on lui demande effectivement de modérer en quelque sorte son propos ou peut-être même de l'édulcorer pour inclure, c'est ça, c'est-à-dire le point de vue occidental qui ne reconnaît pas, en fait, cette présence-là en Ukraine, même s'il y a eu toutes sortes d'articles, même dans la presse au Québec, qui ont fait état de ces néo-nazis. Même l'armée canadienne avait participé à l'entraînement d'un bataillon néo-nazi sur le terrain en Ukraine, donc c'est pas de la tarte, là. Donc, M. Kachnovski qui Sans a compter refusé... l'applaudissement qui a eu lieu en plein cœur du Parlement canadien, là, donc il y a quelque chose de vrai, là, c'est certainement derrière. Exactement. Donc, il revient aussi, M. Kachnovski, dans cette entrevue-là que j'ai faite avec lui sur cet événement-là aussi. J'ai posé la question, évidemment, là, et il l'a reconnu tout de suite, d'ailleurs, parce qu'il est très familier avec cette question-là, bien sûr. Bon, il en est un des spécialistes. Et au moment où il a vu à la télévision ce personnage être ovationné à la Chambre des communes, comme on dit, il est tombé de sa chaise, là. C'est ça l'expression. Donc, il l'a reconnu tout de suite parce que M. Kachnovski, imaginez-vous donc, a reçu une partie de son éducation dans un lycée où un de ces bataillons-là, le bataillon SS Galicie, a commis des crimes. Donc, dans l'école même de M. Kachnovski, jeune homme, des nazis ukrainiens ont commis un massacre contre des Juifs. Donc, évidemment, on comprend que ça le touche personnellement. Donc, M. Kachnovski, donc, qui accuse carrément Routledge de l'avoir forcé finalement à commettre ce qu'il appelle une falsification, hein, finalement, de ses travaux. Il parle d'une fraude académique complètement. Donc, M. Kachnovski refuse en fait de se soumettre à ces corrections qui relèvent de la censure. Et maintenant, il travaille pour se trouver un autre éditeur, etc. Mais ce qu'il faut savoir aussi, bien comprendre, c'est que Elon Musk a soutenu en fait M. Kachnovski en partageant la campagne de fonds GoFundMe là, qui visait justement à rendre accessible en ligne
son travail. Donc, le fait que M. Musk ait soutenu M. Kachanovski publiquement explique en partie, en fait, lorsque, selon lui, la réaction de Routledge, qui est un grand éditeur, effectivement, et qui ne nous a pas habitués non plus à ce genre de traitement. Là. Le prof Caron, notamment, a publié un de ses livres là-bas, d'ailleurs, sur la COVID-19, toute la question de la peur. En fait, son livre Homo Superstes est publié en anglais chez Routledge. Bon, puis il y a des centaines de personnes, c'est des centaines d'universitaires qui ont publié chez Routledge. Donc, c'est pas un éditeur qui nous a habitués à ce genre de pratique. Donc, c'est malheureux. On voit que même les meilleurs éditeurs peuvent finalement céder à la pression. Donc, c'est M. Kachanovski le déplore. Donc, je vous invite Mais en même temps, effectivement c'est à un peu aller. idiot parce que même Elon Musk a fait des dons et a été activement présent notamment par le réseau Starlink et toute l'Internet qu'il a permis d'utiliser en Ukraine. Donc, il est quand même, il n'y a pas de... On ne peut pas accuser Elon Musk d'être complice avec les Russes. Là. Au contraire, il a permis certainement à l'Ukraine de résister comme elle l'a fait aujourd'hui. Oui, c'est ça, effectivement. C'est plein de nuances qu'on ne fait pas, malheureusement, dans les médias traditionnels. On voit aussi que M. Kachanovski est boudé aussi par les médias traditionnels parce que son histoire aurait déjà dû faire le tour, tant qu'à moi, des quotidiens canadiens, du moins au Canada anglais. Ça n'a pas été vraiment abordé. Donc, c'est Libre Média qui revient en français sur cette histoire-là, qui est quand même connue de certains cercles anglophones sur la toile, mais on n'en avait presque pas entendu parler. Puis M. Kassianovski est un Canadien d'origine ukrainienne. Je le répète, un background économique, académique important. C'est pas quelqu'un non plus qui est un militant politique, qui mérite d'être traité comme tel. Donc, c'est vraiment un universitaire qui réfléchit comme un universitaire, qui utilise des sources, il le dit, des sources primaires en ukrainien, c'est-à-dire qu'il maîtrise la langue ukrainienne, ce que beaucoup de Canadiens mais évidemment, c'est une langue qui est inaccessible au commun des mortels et au Canada. Donc, c'est quand même assez étonnant ou déplorable de voir que finalement, c'est un Ukrainien qui se fait reprocher de ne pas être assez ukrainien. Là. En gros, c'est ça. Là. C'est-à-dire, M. Kaczyński est un Ukrainien qui a grandi en Ukraine, qui est allé dans une école où des néo-nazis ukrainiens ont commis un massacre et on refuse finalement d'entendre sa voix. Vous voyez quand même à quel point la censure va loin et à quel point c'est devenu idéologique. Moi, j'ai très hâte quand même qu'on sorte de ce carcan idéologique-là, ne serait-ce que pour réfléchir librement, sans être accusé effectivement d'être un traître à tel camp, comme Elon Musk l'a été, comme tu vois. Mais Elon Musk, actuellement, comme il aurait rejoint l'administration Trump, peut-être qu'on pourrait penser il est davantage du côté de la paix, mais est-ce que être du côté de la paix, c'est rendu mal? On dirait que oui. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, la présence de l'ancien soldat nazi au Parlement et l'ovation est clairement due parce qu'on peut pas. En tout cas, je suis pas rendu au point où penser que Justin Trudeau lui-même a des sympathies pour les nazis. Donc, c'est clairement de l'ignorance. D'où vient cette ignorance? Elle vient justement du manque de circulation des idées et de ce mode de communication de guerre avec de la censure, un peu comme le KGB. Là. Donc, d'une certaine façon, on se tire dans le pied soi-même. Même si on veut gagner la guerre contre la Russie, on se tire dans le pied en limitant la circulation d'informations. Effectivement, non, c'est tout à fait vrai. Et c'est ce que disait aussi Jean-François Caron, le prof Caron qu'on invite, qui s'exprime souvent dans nos pages, etc., qui avait essayé d'avertir aussi le public canadien de la présence, effectivement, de ces néo-nazis en Ukraine. Et M. Caron, qui est un critique, en fait, du régime russe, hein, c'est vraiment quelqu'un qui critique le régime du Kremlin et qui lui-même a accusé d'être trop près, finalement, du point de vue russe, ce qui est incroyable. Donc, effectivement, en jouant à l'autruche, en fait, c'est ça. Cette censure-là nous maintient dans une ignorance. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a des néo-nazis en Ukraine que ça empêcherait théoriquement le Canada de soutenir l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il faut seulement séparer le bon du mal dans tout ça. C'est-à-dire dire que, on soutient l'Ukraine, mais on déplore la présence de ces groupes-là, qu'on condamne. C'est-à-dire, un n'empêche pas l'autre. Là. Ça ne voudrait pas dire de remettre tout en question non plus
l'appui occidental à l'Ukraine. Bon, moi, j'ai des réserves, évidemment, sur le sujet. Je pense que c'est vraiment c'est une guerre par procuration. On le sait, c'est rendu une sorte de nouveau Vietnam. Moi, personnellement, j'ai hâte que ça se règle. Mais le fait de nommer cette réalité-là n'aurait pas empêché, en fait, l'Occident de soutenir l'Ukraine. Zelensky est juif. Je ne pense pas non plus que M. Zelensky appuie les néo-nazis. Je ne pense pas du tout. Même si, bon, peut-être qu'il profite indirectement de cette présence-là. Peut-être que c'est des guerriers dont ils ne peuvent pas se passer. On sait que, bon, les Ukrainiens actuellement manquent d'hommes. L'armée ukrainienne, c'est-à-dire manque d'hommes. On a vu toutes sortes de vidéos sur la toile où l'armée ukrainienne vient finalement vient obliger des jeunes hommes à se joindre. Il y a des scènes dramatiques où, évidemment, les parents sont en pleurs parce que, finalement, on vient arracher le jeune homme à sa famille et on sait que le jeune homme va aller mourir pour globalement rien sur le front. Donc, il y a toutes sortes de nuances à faire, mais c'est ça, c'est que l'Occident est fragile, finalement. Il se sent tellement fragile qu'il se sent tenu de censurer même des réalités dont il devrait tenir compte pour ne pas avoir la fou. Donc, exactement ce qui est arrivé au Canada. Donc, à face de dire, nous, c'est Ukraine, c'est Ukraine, la Russie, c'est mal, la Russie, c'est mal. On s'est voilé la face et on a créé un scandale international c'est ça, a fait le tour du monde. Ces images-là ont fait le tour du monde, on le sait, là, quand le nazi a été ovationné. Ça s'est rendu en Chine, ça s'est rendu en Inde. Tout le monde a ri de nous d'une certaine façon. En tout cas, les gens étaient estomaqués. Ça s'est produit au Canada et ce sont les méchants désinformateurs russes, finalement, qui sont encore pointés du doigt alors que c'est plutôt l'ignorance et le refus de voir ce qui devrait, euh, qui devrait être blâmé. Ouais, ben on voit à quel point la liberté d'expression, c'est essentiel, même cette libre circulation des idées est absolument nécessaire pour avoir même une économie de guerre, entre guillemets, puis d'avoir une victoire, une approche victorieuse, là. C'est mieux d'avoir une population bien informée avec des véritables faits que de la garder dans l'ignorance, justement, en empêchant que ça se produise. Mais en même temps, est-ce que justement, si on prend au sérieux on prend au sérieux ce point de vue, est-ce que ça fait pas justement le jeu des Russes? Justement, si la Russie réussit à faire le lien entre la censure d'une part et l'absence de vérité, ben finalement, la Russie devient toujours celle qui est du bon côté de l'histoire. Donc, toutes les forces qui pourraient éventuellement se rallier du côté de Zelensky ne le sont pas parce que justement, les moyens employés pour rallier à sa cause sont mauvais. Donc, Ouais, ils ouais. correspondent pas au climat culturel de liberté d'expression de l'Occident. Donc, enfin, on finit par ressembler à ceux qu'on déteste là, en ayant Et c'est une ça, telle attitude. ça permet effectivement à la Russie de dire, regardez, l'Occident ne prêche pas par l'exemple, finalement. L'Occident se contredit constamment, donc prône la liberté d'expression, finalement fait de la censure, euh, prône la liberté économique, finalement, bon, fait, je sais pas, une sorte de colonisation, de dire que l'Occident ne prêche pas par l'exemple, que l'Occident est traversé par toutes sortes de contradictions. Donc, la Russie se dit, regardez, l'Occident prône la liberté d'expression, mais fait de la censure. L'Occident, euh, bon, prône les droits de l'homme, mais ne respecte pas les droits de l'homme quand l'Occident intervient en Irak, quand l'Occident intervient à gauche, à droite. Donc, effectivement, je ne pense pas que ce type de discours nous aide, au même titre on peut aussi élargir la logique aux BRICS, c'est-à-dire reconnaître l'émergence des BRICS, reconnaître que l'Occident n'est plus tout à fait hégémonique dans le monde, ce n'est pas tenir un discours anti-occidental, c'est plutôt de dire regardez où on en est et pour se maintenir en fait comme puissance dans le monde, là j'inclus tout l'Occident, il faut être capable de tenir compte des bouleversements, des transformations, des secousses, etc. C'est-à-dire, se voiler la face, ce n'est jamais bon. Donc, c'est quand même drôle de voir que euh, des gens, des observateurs, bon, même Rome Chantal, qu'on a reçu souvent, un spécialiste de la Chine, s'est fait dire vous êtes trop près de la Chine dans votre propos, vos propos sont trop favorables aux intérêts de la Chine. Non, non. Monsieur Chantal répond à ces gens-là je ne suis pas près de la Chine, je constate des choses, c'est-à-dire je constate que la Chine gagne du terrain et le constater ne fait pas de moi un relais de la propagande chinoise, là. Donc, on
peut aussi étendre à d'autres pays. C'est-à-dire constater que l'Inde est plus forte qu'autrefois, ce n'est pas être contre les Sikhs, ce n'est pas prôner la politique du premier ministre indien Narendra Modi, ce n'est pas adhérer à son nationalisme hindou, c'est constater que l'Inde est plus forte qu'auparavant. C'est bon. Emmanuel Todd aussi a été accusé, là, son dernier livre, La défaite de l'Occident, d'être trop proche de la Russie, mais M. Todd s'en défend. Il n'est pas russophile. Il constate que la Russie s'en est bien tirée jusqu'à présent en Ukraine. Et c'est vrai, là, Jacques Sapir, par exemple, qu'on a aussi reçu, cet économiste très connu en France, qui constate que l'économie russe a tenu et a survécu, finalement, a résisté très facilement aux sanctions occidentales. Dire ça, est-ce que c'est faire de nous un agent de désinformation russe? Donc, non, l'Occident, en fait, montre, je le répète, montre des signes de faiblesse en censurant, en excluant de l'espace public des observateurs qu'ils gagneraient plutôt à écouter. C'est-à-dire écouter des Jean-François Caron, écouter des Rorome Chantal. Au contraire, c'est nous armer face à ce qui s'en vient, face à ce qui est déjà devant nous. Ce n'est pas sombrer dans ce n'est pas faire de nous un traître finalement à la nation, à notre nation et à l'Occident en général. D'où vient cette incapacité à distinguer souhait, le fait de souhaiter ou de désirer quelque chose et constater ou décrire la réalité? C'est comme si on n'arrivait pas à distinguer lorsqu'une personne décrit le réel de comme si elle le souhaitait. Donc, c'est parce que vous dites que Vladimir Poutine est puissant et qu'il faut tenir compte de son opinion malgré tout. C'est le souhaiter. En disant ça, là, je viens pas de le décrire, la situation, je viens de souhaiter cette situation-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que dans l'analyse ou dans les médias, actuellement, les gens n'arrivent pas à distinguer les deux? C'est parce que vous décrivez une situation que vous la souhaitez nécessairement. Ben oui, c'est vrai qu'on voit ça. C'est une espèce de réflexe qu'on a. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est sûr que certaines personnes qui décrivent un peu ce qu'elles souhaitent, ça, c'est arrivé, là. Sauf que ce n'est pas vrai de tous les observateurs sérieux, là. Comment dire? D'où ça vient, ce réflexe-là? Bonne question. On dirait que finalement, on n'a pas intégré encore la culture scientifique qui est censée quand même séparer, du moins dans la mesure du possible, ce qui relève du militantisme et ce qui relève de la science. Là, Max Weber, vous le connaissez, le grand sociologue, a fait un livre très connu, là, Le savant et le politique. Donc, il distingue carrément ce qui est ce qu'on voudrait, ce qu'on souhaite et fait, comment tu le dis, comme tu dis, ce qu'on souhaite et ce qu'on observe. En même temps, l'humain est humain, hein, donc forcément. Ouais, Thomas Kuhn, si on fait de l'épistémologie, Thomas Kuhn est arrivé avec son livre, son célèbre livre, La structure des révolutions scientifiques, qui montre peut-être l'inverse, c'est-à-dire que la subjectivité est vraiment beaucoup plus présente qu'on pense, même dans les découvertes scientifiques, et donc on sélectionne les faits. Enfin, c'est sûr qu'il y a du plus et du moins, là, mais c'est clair qu'au moins, avoir comme prise de, si on formule par défaut, c'est-à-dire la possibilité de connaître objectivement, et la meilleure façon de connaître objectivement le réel, c'est justement en dissociant ce qu'on souhaite de ce qui est. Donc, mais ce qui ne nous empêche pas de le souhaiter finalement ou de souhaiter l'inverse. Donc, c'est ça. Dans le fond, il faut développer un peu cette maturité du discours et être capable de distinguer lorsqu'une personne est disons, une prophète de malheur, mais fondée dans les faits, de quelqu'un qui souhaite véritablement notre perte. Là. Ben, je pense, ouais, c'est ça. Ben, le pouvoir doit être capable de considérer que d'abord, tous les observateurs ne sont pas malhonnêtes. C'est-à-dire qu'il faut croire en la sincérité d'un certain nombre d'observateurs, d'universitaires, d'intellectuels. Je pense que déjà, ce serait bien là, de croire en la sincérité d'un Jean-François Caron, de Rorome Chantal. Il y en a plusieurs, de Emmanuel Todd, qui s'est déjà trompé aussi. Donc, il faut croire en la sincérité de ces gens-là, en leur sérieux. Mais par ailleurs, on observe qu'il y a d'abord une baisse de niveau général, en fait. Surtout au Canada, on le voit avec la réaction aux tarifs douaniers. Il y a comme une baisse de niveau. C'est-à-dire, intellectuellement, on décline. C'est pas une. Je pense que là, c'est très clair. On réagit avec l'hystérie, avec la peur. C'est complètement ridicule. Là. Même Jean Charest a dû remettre à l'ordre un peu
Certains politiciens en leur disant aujourd'hui, on enregistre le podcast le 28 novembre, que le Canada ne devait pas céder à la panique. Est-ce qu'il y a des gens encore au Canada capables de garder leur sang-froid face à Donald Trump, un outil de négociation, un levier qui a déjà été utilisé en 2019 avec le Mexique? C'est pas nouveau. On connaît le tempérament de Trump. On peut avoir lu ses livres. Donc, il n'y a pas de surprise vraiment dans tout ça. Donc, il y a une baisse de niveau et je pense que les gens qui font face à ce genre d'observateurs-là qui sont, eux, armés intellectuellement. Encore une fois, c'est un aveu de faiblesse que d'essayer de les censurer. C'est-à-dire, on a affaire à des gens qui sont assez faibles intellectuellement et qui ne veulent pas se mesurer non plus dans l'arène, si je peux dire, à des gens qui, eux, sont véritablement compétents. C'est triste à dire, mais je le pense. Là. Je pense que, par exemple, dans le cas de Jean-François Caron, quand il a été cancellé, rappelez-vous, d'une séance à Ottawa devant le comité sur les affaires étrangères où il devait intervenir, M. Caron a été cancellé, rappelez-vous, à la demande d'une collègue intolérante et sans remettre en question toutes ses compétences. Madame, dont j'oublie le nom, Madame Collin, finalement, ne souhaitait pas se mesurer intellectuellement à M. Caron. Je ne dis pas que M. Caron l'aurait aplati ou ça n'aurait pas été nécessairement un chaos, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a affaire à des gens qui refusent de débattre souvent parce que ils refusent d'être qu'on se mesure à elles, à ces personnes-là. C'est-à-dire que si vous sentez pas suffisamment fort, si vous ne croyez pas suffisamment en vos compétences, euh, vous refusez finalement de débattre parce que ça peut exposer vos faiblesses publiquement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça au Canada où regardez, tout le monde en parle. Je pense qu'il y a des gens qui n'inviteraient pas parce qu'ils veulent juste pas se faire ramasser. Là. Disons-le simplement. Là. Monsieur Guilla, s'il n'avait pas ses fiches, il se ferait ramasser pas à peu près. Heureusement qu'il évite des gens qui n'ont pas toujours grand-chose dans la tête parce que je peux vous dire qu'un Guilla, ça se ramasse facilement. Là. C'est pas une invitation que je lui lance, c'est pas un défi que je lui lance, mais soyons clairs, Francis, il y a beaucoup de... tous ceux qui animent des émissions de télé au Canada ne sont pas à la hauteur des gens qui devraient recevoir. Là. Hmm. Non, c'est clair. On peut voir un peu cette dynamique et peut-être que finalement, c'est justement ceux qui désirent un point de vue, qui désirent, qui finalement projettent sur l'autre leur propre wishful thinking, comme on dit en anglais. Exact. Néo-nazi en Ukraine, un politologue censuré par un grand éditeur. Un article de Jérôme Blanchet-Gravel à lire sur Libremédia ou libre-média.com. Un deuxième article de Xavier Bélanger-Costa, publié sur Libremédia, intitulé Quand l'urgence devient la règle, la liberté est en péril. Alors, John Kerry, qui appelait à déclarer l'urgence climatique, notamment aux Nations Unies. On le sait, il se promenait dans son jet partout dans le monde, et n'ayant aucun scrupule à émettre des gaz à effet de serre en quantité industrielle. Il se promenait justement pour manifester l'importance de déclarer l'état d'urgence. Ben oui, M. Kerry, effectivement, qui lui rêve, de déclarer l'urgence climatique. Il nous dit que c'est imminent. Donc, c'est ce qu'il nous a dit le 21 novembre dernier à l'Institute of Politics de Harvard. Donc, c'était dans le cadre de la COP 29 où M. Kerry a pris la parole. Donc, on est encore une fois dans une volonté, effectivement, de normaliser l'état d'urgence. Hein. C'est-à-dire que depuis la crise sanitaire, on le voit, il y a une tentation dans les sociétés occidentales de vivre sous l'état d'exception en permanence, hein, pour le dire autrement. Donc, l'état d'urgence, c'est quoi? On l'a vu, c'est la suspension finalement d'un ensemble de libertés constitutionnelles. C'est la suspension, en fait, de la démocratie. Donc, je ne sais pas si ces écologistes-là sont bien conscients. Je pense que oui. En fait, je pense que c'est un peu le plan, comme on dit souvent sur les réseaux sociaux, c'est le plan. Bon, c'est pas toujours un plan, là, pas tout le temps. Mais dans certains cas, c'est un projet, en fait. C'est un projet, je pense, d'une certaine frange de l'écologisme que de vivre sous états d'exception, ce qui permettrait de forcer, en fait, l'adoption par la population de toutes sortes de nouvelles habitudes. Donc, ça permettrait potentiellement au gouvernement de vous obliger à partir de la vaisselle à minuit. Donc, on pourrait multiplier les exemples, mais aussi par exemple, à limiter vos déplacements. Bon, on l'a vu durant la pandémie qu'on pouvait même empêcher les déplacements à l'intérieur même d'un territoire national, d'une région à l'autre.
Donc, on ne veut pas, en fait, vivre sous urgence climatique parce que ça ressemblerait, grosso modo, à une urgence sanitaire. Donc, on passe, en fait, de l'urgence sanitaire à l'urgence climatique. C'était une de nos préoccupations, en fait, dès le début. Moi, quand j'ai vu arriver, instaurer le confinement, etc., j'anticipais, comme d'autres personnes, que ça pourrait devenir finalement un confinement climatique graduellement. Et j'exagère pas beaucoup, là. C'est aussi, ça a fait l'objet d'un texte aussi dans le collectif Crise sanitaire et régime sanitariste qui revient enfin, qui revient pas parce que c'était prémonitoire, mais qui anticipait ce passage, en fait, du sanitaire, de l'urgence sanitaire à l'urgence climatique. Donc, il y a des gens qui travaillent, en gros, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les grandes institutions, il y a des gens qui travaillent, même d'arrache-pied, on peut dire, pour en arriver à cet effritement de la démocratie, comme le présente Jean-François Caron dans un texte qu'il avait publié, lui, il y a quelques mois. Donc, il parle d'une banalisation de l'état d'urgence. Donc, il y a toutes sortes de raisons, en fait, de banaliser l'état d'urgence. Ça peut être au nom de la lutte au crime organisé, comme on le voit en Amérique latine. Mais à chaque fois, quel que soit, en fait, le prétexte, que ce soit la lutte au crime organisé, la lutte contre un virus, la lutte à l'urgence climatique, à la dite urgence climatique, quel que soit le prétexte, le résultat est toujours le même, la suspension de liberté fondamentale. Donc, au Salvador, évidemment, bon, c'était une situation qui était effectivement extrême. Là, on rappelle aux gens qu'il y a des 80 000 personnes qui ont été mises en prison par le président Bukele. Donc, bon, des fois, ça peut être utile, cet état d'urgence, mais si on le maintient, ben, on passe finalement d'une démocratie libérale. Bon, dans le cas du Salvador, on n'était pas là, là, mais dans le cas de l'Occident, on passe d'une démocratie libérale à une démocratie autoritaire. Et une démocratie autoritaire, vous comprenez que c'est une antithèse, là. Donc, on s'enligne pour vivre dans des démocraties moins démocratiques, pour le dire autrement. Donc, il faut se méfier de cette normalisation de l'état d'urgence parce que, comme le dit le titre de l'article, quand l'urgence devient la règle, la liberté en péril. Un article à lire sur Libre Média au libre-media.com. Une entrevue que tu as réalisée lors de ton séjour à Paris avec Christian Rioux a été publiée cette semaine sur la chaîne YouTube de Libre Média. Alors, vraiment, il y a déjà une belle réaction par rapport à celle-là. Oui, je suis très content d'avoir réalisé cette grande entrevue-là de 1h07 en passant avec Christian Rioux. On est revenu sur plusieurs choses ensemble. Ça a été tourné à Paris. Ben, d'abord, sa vision du Québec, hein. Les gens sont très curieux de savoir quelle était la vision du Québec de Christian Rioux via la France. Parce que Rioux s'exprime pas si souvent que ça non plus. Je trouve qu'on ne lui donne pas assez la parole. C'est quelqu'un qui, vraiment, un intellectuel de haut niveau, c'est ça, qui pourrait apparaître, je pense d'ailleurs, davantage dans les médias traditionnels. Je ne sais pas si tu as constaté ça, ou Francis aussi, mais c'est quelqu'un qui est un peu caché d'une certaine façon, là. Peut-être que c'est dû au fait qu'il habite à Paris, là. Mhm. Ouais, on le voit pas trop souvent, mais non pas, c'est plus un journaliste écrit, là, je pourrais dire, mais quand même, et même radio, puisqu'il se prononce, on l'entend plus à la radio, mais là, le voir en personne, c'est toujours Exact, c'est une ouais, autre ouais. expérience. Exactement, c'est une autre expérience. Donc, on fait apparaître M. Rioux, imaginez-vous, à Libre Média. C'est pas la première fois qu'on le reçoit. On avait tourné en mars 2023. Ben, tu avais tourné, Francis, en mars 2023, un reportage, en fait, sur Christian Rioux, hein, qui nous présentait 3 lieux, hein, c'est ça, de Paris, qui représentaient quelque chose pour lui sur le plan intellectuel, sur le plan personnel, sur le plan historique, etc. Mais là, en grande entrevue, évidemment, ça donne, ben, c'est une autre formule, donc qui nous permet, ben, de l'entendre sur le Québec, mais sur les médias, sur Trump, sur ce qu'il appelle la rupture entre l'establishment et la population. Bon, il n'a pas inventé ça, mais c'est quand même un point de vue qui est rafraîchissant et qui mérite très, très clairement d'être entendu. J'ai vu les commentaires. Bon, certains trouvent que M. Rioux est un peu trop à gauche selon leur sensibilité, mais ça, c'est à Libre Média. Vous savez, nous, on donne la parole à toutes les, aux représentants de tous les camps, là. C'est donc, on ne s'est jamais limité à interviewer des gens qui étaient 100% d'accord avec ce que nous, on défend. Donc, c'est ça l'intérêt du débat, hein. La liberté d'expression, c'est de tendre la parole à des gens avec qui on n'est pas toujours d'accord. Et je pense que le format s'y prête bien, là.
Oui, c'est une belle entrevue à voir. Son titre, si vous voulez la chercher directement sur YouTube, Le cri d'alarme de Christian Rioux. Christian Rioux sur Trump, le Québec et les médias. Donc, avant de se quitter, Jérôme, puisque tu dois nous quitter, nous allons recevoir dans la deuxième partie de l'émission Nicolas Gagnon. Alors, peux-tu nous parler un peu de la conférence qui s'en vient, ou devrais-je dire les conférences du 12 décembre et du 15 décembre prochain, respectivement, à Québec et à Montréal? Oui, ben la nouveauté, dans le fond, c'est qu'on a lancé les billets en ligne. Beaucoup de gens nous ont écrit pour avoir beaucoup de gens qui ne sont ni près de Québec ni près de Montréal. Il y a des gens aussi en France. Donc, c'est ça qui voulaient avoir accès à la conférence en ligne. Donc, c'est chose faite. On répète aux gens que, on rappelle aux gens que la conférence porte sur l'avenir des médias et la liberté d'expression. Depuis la victoire de Trump, ben, on sait, on va vivre finalement une sorte de révolution médiatique, hein, où les médias traditionnels sont en train de devenir, je ne vais pas dire les médias alternatifs, mais dans ce cas, les nouveaux médias sont appelés à prendre la place des médias traditionnels. Il y a des gens qui pensent que c'est déjà fait. Dans le cas des États-Unis, bon, c'est plus avancé qu'au Québec, c'est plus avancé qu'en France. Mais petit à petit, on sait, les auditoires ont migré. Hein, ils ont migré et il y a quelque chose quand même d'irréversible à tout ça. Donc, je trouve que l'élection de Trump emmène à notre conférence un élément aussi là, stimulant, c'est-à-dire qu'il va stimuler la réflexion, c'est-à-dire on va se poser la question, qu'est-ce que l'élection de Trump, en fait, aussi change à l'avenir des médias? Moi, je pense que c'est positif. Donc, on est 5 personnes sur scène, hein, donc 2 Français, 2 figures de proue des médias indépendants en France, Alexis Poulain et Nicolas Vidal qui vont être parmi nous sur scène. On est 3 Québécois à compléter le panel. Donc, Alexa Lavoie, que vous connaissez de Rebel News, Yann Sénéchal, donc bien connu, co-animateur du média, du podcast Yann et Frank, et moi-même. Donc, on est effectivement 5, oui, figures de proue des médias indépendants en France et au Québec qui allons débattre et discuter de l'avenir des médias, la liberté d'expression, dans un contexte qui reste un contexte de censure, malgré tout. Donc, oui, et Donald Trump euh, emmène une certaine protection, si on peut dire, pour les médias indépendants. Mais le combat n'est pas gagné non plus. Donc, d'où l'importance de continuer à nous appuyer, etc., d'appuyer les médias que vous aimez, les médias qui représentent vos valeurs. Et Jérôme, avant de nous quitter, là, j'allais complètement oublier, mais nos auditeurs ne me l'auraient pas pardonné. Quel est ton grand enjeu de la semaine? Oui, mon grand enjeu de la semaine, c'est un article du Journal de Montréal qui nous présentait en image un conteneur échoué à Boucherville, imaginez-vous donc. Donc, il y a plusieurs photos, des clichés de grande qualité, là, sensationnalistes, on voit le conteneur finalement flotter sur une berge, effectivement, de Boucherville. Et les gens, quand je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, me disaient: ah, mais est-ce qu'il y a des produits toxiques dans le conteneur? Ça doit être pour ça qu'on en fait une nouvelle. Eh bien, non. C'était seulement un conteneur qui contenait des oursons en peluche. Donc, c'était seulement. L'idée était simplement de rester dans le fait divers, là, comme d'habitude, comme nous a habitués Québécois ces dernières années. Quoique, on n'a pas vérifié qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces oursons en peluche. Peut-être qu'il y a des liens avec... Fentanyl, oui. Ah, qui sait, qui sait. Ils ont plusieurs tours dans leur chapeau. C'est ce qu'on m'a répondu ensuite. Enquête à suivre. Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. Alors, dans ce segment économique du Libre Podcast, nous avons la joie d'être en compagnie de Nicolas Gagnon. Nicolas, bonjour. Bonjour à vous. Nicolas, je rappelle que vous êtes le directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Alors, vraiment, vous êtes dans le feu de l'action ces temps-ci parce que beaucoup de nouvelles économiques qui nous concernent comme Canadiens et même comme Québécois, puisque justement, sur la scène provinciale veut
tirer son épingle du jeu comme toujours. Mais parlons d'abord justement au niveau provincial, la mise à jour économique. Sur votre site, on a un article qui s'intitule « Plus de dépenses et aucune stratégie pour équilibrer le budget ». Ouais, c'est exactement ça qui a été dévoilé en fait donc jeudi dernier comme c'est notamment le cas à en automne le gouvernement du Québec va présenter sa fameuse mise à jour pour nous indiquer qu'est-ce qui a changé depuis que le dernier budget au mois de mars a été déposé et disons qu'il y a 3 points assez importants qui vaut la peine d'être retenus en tant que contribuable québécois. Le premier effectivement c'est que bon si vous espériez des allègements ou des baisses d'impôts ou de taxes, ça n'était pas dans cette mise à jour qu'il y aurait des annonces de ce type-là. Faut rappeler que, bon, dans le reste du Canada, si on regarde certaines provinces comme le Manitoba, l'Ontario, Terre-Neuve et Labrador, il y a des baisses de taxes, notamment sur l'essence. Dans certaines autres provinces, il y a des discussions par rapport à la baisse éventuelle peut-être de la TVH, donc la taxe de vente harmonisée. Donc, on voit que tranquillement, ailleurs, on discute de comment est-ce qu'on peut offrir des allègements supplémentaires aux contribuables. Au Québec, malheureusement, la discussion n'est pas là, ni même les autres baisses d'impôts de 1,5 qui étaient il faut rappeler que la baisse d'impôts qui a été promise par Legault en 2022 lors des élections, c'était 2,5 Or, on a juste eu 1 et on attend de voir la suite des choses. Donc, première chose, oui, effectivement, aucun allègement pour les contribuables qui a été annoncé et fort possiblement qu'il ne faut pas en espérer non plus d'ici le prochain budget en mars 2025. Deuxième point très important, encore une fois, c'est plutôt de remarquer à quel point il n'y a pas vraiment de tentative de retour à l'équilibre budgétaire d'aucune manière, ou du moins, on a la difficulté à prendre au sérieux les efforts du gouvernement en ce sens. Il faut noter qu'entre le budget et la mise à jour, il y a des écarts, c'est-à-dire que les dépenses du gouvernement sont plus importantes que celles qui étaient annoncées initialement. On parlait d'un compte de dépenses de 157 milliards lors de la présentation du budget en mars. Finalement, c'est 3 milliards de plus qu'on va dépenser. Et ça, malgré le fait que les revenus du gouvernement sont en hausse de 2,3 milliards, mais on arrive à dépenser plus d'argent que ce qui a été cueilli en plus. Donc, autant que les revenus sont plus importants, mais les dépenses le sont plus, mais on dépense plus que les revenus qu'on va chercher davantage. Donc, au final, on perpétue un peu cette situation de déséquilibre, de déficit des finances publiques. Donc, Faut c'est qu'on avait rappeler de sous-estimé les entrées d'argent, là. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui explique ça? Ben, en fait, c'est simplement parce que la croissance de l'économie était un peu plus intéressante que celle qui était prévue dans le budget en mars dernier, ce qui est pas une mauvaise chose comme telle. La croissance économique emmène donc les ménages à faire plus généralement des revenus plus intéressants et ça se perçoit au niveau des revenus du gouvernement et ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que le gouvernement était un peu chanceux dans sa malchance, c'est-à-dire que en mars dernier, on nous présentait un peu un budget qui était disons, qui préparait le Québec vers une possible récession. Finalement, je dirais pas qu'on est non plus dans une économie très rose, mais il n'en reste que on est moins dans une mauvaise situation que ce qui était prévu. Donc, puisque la croissance est un peu plus intéressante, les revenus aussi. Mais le problème, c'est que le gouvernement dépense plus, alors qu'il a, il faut le rappeler, en mars dernier, il a présenté le déficit le plus important de l'histoire du Québec. Donc, quand même 11 11 milliards de milliards. dollars. Oui, exact, c'est énorme. On Parfois, s'était c'était ce point. rencontrés justement pour en parler en format vidéo qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Libre Média. Oui, exact. C'est un bon rendez-vous et on pourra refaire l'expérience en mars prochain pour voir si ce déficit-là aura été ne serait-ce qu'un peu réduit. Mais il faut remarquer que dans les efforts du gouvernement, dans la mise à jour qui a été présentée, pour l'instant, oui, il y a des tentatives de réviser ne serait-ce que différentes mesures fiscales pour réduire les dépenses du gouvernement. Notamment, on parle d'éliminer les crédits pour les travailleurs de moins de 65 ans pour le retour au travail. Donc, ce genre de mesures-là a été éliminé pour les plus nantis. Donc, on voit qu'il y a un effort à ce niveau-là, mais c'est un effort qui est assez minime. Quand on compare l'effort réel qui est nécessaire, il n'y a pas eu de tentative de réduire les budgets de portefeuille du gouvernement qui sont en constante augmentation, et ce, peu importe comment certains peuvent décrier une quelconque forme d'austérité. C'est pas du tout le cas. On voit ça nulle part dans les dépenses du gouvernement présentement. Et finalement, le troisième point et le dernier point que je veux amener sur cette mise à jour économique-là, qui est tout sauf optimiste, faut le dire, c'est cette question de la dette, en fait, et comment le gouvernement a un petit peu maquillé les choses, sans dire magouillé, disons que on nous en a fait passer une petite vite, en fait, et je vais faire ça rapidement, mais grosso C'est vous, modo, juste pour la- la nouvelle comme telle et cette analyse, c'est vous qui l'avez découvert un peu, cette manigance dans les chiffres, là.
Ouais, ben, humblement, oui. Mais j'espère pas être le seul à l'avoir observé. Je suis un peu déçu de voir que malgré le fait que j'ai quand même une bonne connexion avec les médias traditionnels comme indépendants, il y a eu très peu de discussions par rapport à ça, parce que c'est quand même un chiffre non négligeable, parce que je vais vous raconter essentiellement la dette brute du gouvernement du Québec, qui est la dette de tout le service public et parapublic. Ben, en 2023, on la chiffrait à 226 milliards. Et dans le budget qu'on a présenté en mars 2024, on disait que la dette serait plutôt de 235 milliards cette année, hein. Donc, une augmentation quand même de 9 milliards, c'est pas rien. Mais dans la mise à jour économique qui a été présentée, donc 8 mois après nous avoir dit que ça serait 235 milliards, ben finalement, non, c'est 245 milliards la dette cette année. Donc, c'est un bond quand même de 19 milliards sur la dette du Québec, c'est 8,6% de plus. Donc, c'est quand même non négligeable. Et surtout, quand on regarde les projections qui étaient présentées en mars et celles qui ont été présentées 8 mois plus tard, il y a un écart de 10 milliards de dollars là-dedans. C'est quand même pas rien. Et cette dette-là, ben, c'est quand même cette même dette qui a un impact non négligeable sur notamment le service sur la dette, qui sont tous ces milliards qu'on paye à chaque année pour éponger les intérêts de la dette du Québec. Cette année, on paye pas loin de 9,8 milliards en intérêts sur la dette, mais à cause de cette augmentation qui vient toujours d'avoir lieu, ça va avoir un impact sur les paiements futurs. Et d'ici, en fait, la fin du mandat de François Legault, on va payer littéralement 10 milliards, presque 11 milliards par année en intérêts sur la dette. Donc, il faut dire qu'on va très tranquillement se faire handicaper davantage par les paiements d'intérêts sur une dette qui est hors de contrôle et qui sera jamais mise sous contrôle tant qu'on n'aura pas un exercice réel pour réduire en fait, les dépenses publiques et oui, réviser les programmes et les effectifs du gouvernement pour faire un véritable ménage. Mais l'effort n'est pas là sur la table. Et s'il n'est pas fait rapidement, je tiens à dire que 2026, c'est quand même une année électorale. Je m'attends pas à ce qu'un ménage des finances publiques qui ait lieu pendant une année où est-ce qu'un gouvernement a plutôt intérêt à se faire réélire en ayant des bonnes nouvelles et donc des distributions de chèques comme on en a vu auparavant. Mais le gouvernement n'aura peut-être pas cette marge de manœuvre-là en 2026, donc c'est à voir ce qu'il va faire d'ici ce temps-là. On a vu aussi il ne l'a déjà pas, puisqu'il voulait, par exemple, pour le fédéral, imprimer de 205 et donner des chèques de 250 $ pour la population active, là, toutes celles qui travaillent et qui gagnent en bas de 150 000 $. Et on a vu que le NPD et le Bloc ont bloqué cette mesure. Donc, on peut voir que c'est peut être difficile de faire d'imprimer des chèques pour des enjeux électoraux. C'est pas nécessairement une chose facile non plus. Donc, on peut espérer que éventuellement ça arrive, même si on peut considérer ce retour de taxe ou ce chèque qui avait été annoncé comme étant un retour de taxe de surpayé, c'est à peu près ce qu'on a surpayé par rapport à l'inflation, là. Plus il y a d'inflation, plus les taxes sont hautes. Donc, c'était simplement un retour du balancier qui n'aura pas lieu, malheureusement. Justement, on peut penser aussi, Nicolas Gagnon, puisque vous l'avez mentionné, pour vous, le principal levier qui pourrait aider sur ce service de la dette, ça serait d'arrêter les dépenses. Quelles sont vos suggestions, vous, à la Fédération des Canadiens des contribuables, pour couper dans les dépenses? Lorsqu'on regarde aux États-Unis, on voit même la création de bureaux temporaires tels que ce qu'on appelle le DOGE, c'est-à-dire le nouveau département pour l'efficacité gouvernementale qui va être sous la direction de Vivek Ramaswamy et d'Elon Musk. Vous, Nicolas Gagnon, est-ce qu'un tel bureau serait quelque chose de souhaitable? Ben oui, c'est certainement que ce serait quelque chose de souhaitable et pas juste ne serait-ce que au Québec, mais également au fédéral. Je pense que c'est un exercice qui devrait être fait de long en large et même que toutes les provinces devraient s'en inspirer et même que je dirais à certains égards qu'un tel comité devrait être permanent parce que c'est pas normal qu'on doit faire des retours en arrière à chaque fois et qu'on dise ah, ben finalement on a fait exposer les dépenses pour refaire une autre commission, pour faire une autre révision des dépenses. En fait, c'est une révision qui doit être proactive et permanente. Faut dire au gouvernement fédéral, ça a été fait à 2 reprises sous le gouvernement de Paul Martin pardon, de Jean Chrétien et qui était à l'époque c'était Paul Martin, son ministre des Finances, et ça a été effectué aussi par Stephen Harper, donc quand c'était sur le gouvernement conservateur à cette époque. Et dans le but de cette commission était vraiment une révision des programmes de tous les ministères et agences du gouvernement fédéral. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a quand même pas loin de 200 agences et gouvernements fédéral, 200 agences et ministères, tout combiné. Donc, c'était une révision exhaustive, mais qui a mené à des réductions de dépenses assez importantes parce que c'est dans les programmes qu'on trouve les effectifs,
donc ce qu'on appelle les équivalents temps complet, ou plutôt ce qu'on appelle les fonctionnaires. Et donc, pour être en mesure de réduire la lourdeur de l'État, il faut s'attaquer, oui, à cette croissance des effectifs qui était aussi importante à ce stade-ci, au fédéral qu'au provincial. Il faut dire que depuis que Trudeau est arrivé au pouvoir en 2015, donc début 2016 à aujourd'hui, c'est 108 000 fonctionnaires qui ont été ajoutés à la machine. C'est une augmentation de 42 au Québec, on a quand même augmenté de 72 000 le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique québécoise depuis que Legault est arrivé au pouvoir. Donc, c'est 10 000 de plus dans les ministères et 62 000 dans tous les autres départements comme la santé et services sociaux et l'éducation, la sécurité publique, etc. Mais même quand on s'intéresse aux chiffres dans ces catégories, on remarque que les effectifs pour les employés de bureau, notamment, ont augmenté de beaucoup plus rapidement que les effectifs de première ligne comme les infirmières ou les professeurs. Depuis que Legault est arrivé au pouvoir, on a 9 plus d'enseignants, 9 plus d'infirmières, mais on a 40 plus d'employés de bureau et 5 plus de cadres. Donc, c'est pas nécessairement ces personnes-là qui ont une interaction directe avec les bénéficiaires des services publics. Donc, oui, ce qui doit être fait, c'est un peu ce qui a déjà été fait d'ailleurs donc au gouvernement fédéral et qu'on devrait refaire au Québec. On a fait l'exercice, en fait, sous un gouvernement libéral il n'y a pas si longtemps, mais ça, pour nous, c'est quand même lointain, c'est avant la pandémie, ça remonte quand même à 2015. Mais on se souvient que le fameux le gouvernement de Philippe Couillard avait été accusé de faire de l'austérité. Ben, l'austérité, n'a pas vraiment eu lieu. Ça a été des coupures qui étaient assez sporadiques et qui ont été compensées par des augmentations de budget par la suite. Puis de toute Mais façon, avant, on parlait surtout on freinait l'augmentation des dépenses. Donc, il n'y avait pas de véritable coupure là, à la fin de la journée. exactement, comme c'est le cas présentement en santé, il y a beaucoup de mensonges qui sont colportés. La réalité, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler notamment des coupures de 1,5 milliard en santé qui ont été annoncées récemment. Or, ce ne sont pas des coupures. C'est juste une baisse de la diminution des montants supplémentaires qui sont mis en santé parce que le budget, en mars dernier, parlait d'une augmentation de pas loin de 2,7 milliards des dépenses en santé. Finalement, on va handicaper 1,5 milliard. Ça, c'est ce qui était annoncé une semaine avant la mise à jour. Mais finalement, la mise à jour dit qu'on va injecter 800 millions de dollars, pardon, 880 millions de dollars de plus en santé et services sociaux. Donc, j'essaie de voir où est cette austérité. Mais pour revenir à ça, en 2015, l'exercice avait été tenté et c'est la dernière fois au Québec qu'on a eu une véritable révision des programmes des différents ministères. Et ça avait donné, bon, les résultats qu'on connaît, qu'on soit satisfait ou pas du gouvernement Couillard, et on peut, ça c'est libre à chacun, mais à la fin de la journée, en 2018, quand François Legault est arrivé au pouvoir, il avait sous les mains le plus important surplus budgétaire de l'histoire du Québec. Et là, donc, c'était pas loin de 7 milliards. Et là, maintenant, on a plutôt le plus important déficit de l'histoire du Québec. Donc, clairement qu'il y a un exercice qui est nécessaire et cet exercice-là, on l'a déjà fait. Ça s'est fait auparavant. Ça va se faire même aux États-Unis où est-ce qu'on prévoit couper, si je me trompe pas, 2 billions ou 2 trillion dollars. Donc, 2000 milliards de dollars. C'est plus que la dette du Canada qui va être coupée en dépenses fédérales aux États-Unis. Donc, j'ai hâte de voir l'impact et comment ça va être effectué. Mais oui, ça devrait inspirer une initiative similaire au Québec, au Canada et partout où c'est possible, en fait. Il y a une pression supplémentaire là, qui va être exercée justement par la création de ce bureau aux États-Unis et bon, des différents tarifs et des menaces qui arrivent de l'administration Trump en devenir. Parlez-nous, bon, Nicolas Gagnon, hier, bon, cette semaine, il y avait une entrevue de l'homme d'affaires Pierre Lassonde là, qui, à Zone Économie, là, justement, montrait le danger potentiel que pouvait représenter une distance croissante et accélérée entre les politiques fiscales canadiennes et les politiques fiscales américaines. Doit-on suivre le pas? Est-on obligé de suivre le pas dans cette coupure-là? Et donc, peut-être que finalement, l'administration Trump et ses effets sur le Canada vont avoir de bons effets pour l'économie canadienne. Ben, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est sûr que d'une manière ou d'une autre, on n'est jamais gagnant d'une guerre commerciale comme celle qui semble s'annoncer présentement. Mais je prendrais pas tout à fait, ne serait-ce qu'au sérieux, les menaces pour l'instant, dans la mesure où si on connaît moindrement le personnage qu'est Donald Trump, on sait qu'il est habitué à bluffer. Ça fait littéralement partie de son œuvre, son livre qui est sorti en 1987, The Art of the Deal. Donc, ébranler les autres acteurs avant même que les négociations aient lieu, faut le dire. Il a fait une seule publication sur Truth Social, donc même pas sur X ni Facebook, et sa simple publication a eu un impact sur la valeur du dollar canadien. Donc, et il est même pas encore dans la Maison-Blanche.
c'est tout dire. Donc, la réalité, c'est Mais quoi? en Il même faut temps, on qu'on voit se... que, ben justement, peut-être que oui, c'est une tactique, mais cette tactique, même si elle n'est que perception, elle a des effets concrets immédiatement. Donc, il faut les prendre au sérieux. Exactement. Oui, il faut les prendre au sérieux, mais est-ce que le 25 de tarif va réellement arriver? J'en doute dans la mesure où les premiers qui payent les tarifs sont les consommateurs. Donc, s'ils mettent des tarifs sur les produits canadiens, les premiers perdants sont les Américains, les consommateurs américains, puis les entreprises qui importent des produits canadiens pour les transformer. Donc, ces deux-là vont être perdants avant que l'économie canadienne soit directement affectée. Donc, l'effet immédiat, c'est sur les consommateurs américains, alors que Trump vient de faire une campagne où est-ce qu'il promettait de réduire le fardeau fiscal des Américains et d'améliorer le coût de la vie, enfin, du moins de faire en sorte que le coût de la vie soit plus abordable. Donc, ça va un peu en contresens et l'impact économique est non négligeable par rapport à ce que ça aurait sur le Canada. Ceci étant dit, il y a deux choses. De un, sa première demande par rapport à cette question de tarif, c'est qu'on sécurise les frontières. Or, si au moindrement on est un État souverain qui se respecte, la question des frontières aurait dû être réglée il y a plusieurs années. Donc ça, c'est peut-être un coup de pied dans le derrière du gouvernement fédéral actuel qui a été envoyé pour dire que, écoutez, vous devez faire votre job et parce qu'on s'entend, le chemin Roxham, par exemple, c'est pas tout à fait dans les dossiers que je traite, mais je me souviens quand même que ça fait depuis même l'administration Trump, la première qu'on entendait parler de ce problème-là, qui a été réglé il y a à peine peut-être un an ou deux. Donc, ça démontre qu'il y a eu beaucoup de laxisme à ce niveau-là et clairement que la prochaine administration républicaine ne prendra pas les choses à la légère. Ceci étant dit, si moindrement on a un gouvernement à Ottawa qui prend les choses au sérieux par rapport aux frontières, ça aiderait beaucoup pour éviter les risques d'une possible guerre commerciale avec les États-Unis parce qu'on en serait perdant. Ceci étant dit, il y a aussi la question de comment est-ce que nous, au Québec, comme dans le reste du Canada, on peut s'adapter à ça. Parce que M. Lassonde a raison. Dans l'état des choses actuelles, non seulement l'économie américaine est sur un élan, on a vu déjà la réaction de la bourse avec l'élection de Trump, mais on sait aussi que c'est son approche économique de relancer les projets énergétiques, la fracturation hydraulique, le pétrole, et même de faire un paquet d'initiatives à droite et à gauche pour ramener des capitaux aux États-Unis, ça va nous mettre dans un certain embarras au Canada. Déjà qu'au courant des dernières années, il y a pas loin d'un demi-billion de dollars, donc un 500 milliards de dollars qui ont des capitaux privés canadiens qui sont allés vers les États-Unis. En plus, la productivité des entreprises canadiennes a été fortement affectée, entre autres, par les nouvelles réglementations, les différentes lois, que ce soit sur le carbone, entre autres, qui limitent la capacité des entreprises à investir dans la recherche et le développement. Le Canada tire de la patte par rapport à tous les pays du G7 dans cette catégorie-là. Donc, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut reprendre une main compétitive face à un joueur américain qui va être beaucoup plus agressif au courant des prochaines années. Ben oui, c'est peut-être de s'inspirer de ce que fait le voisin à certains égards, mais il faut quand même aussi être en mesure de mettre notre pied à terre, protéger notre souveraineté, protéger nos industries dans la mesure où est-ce qu'on ne s'embarque pas, nous aussi, dans une guerre de tarifs, parce que c'est nous qui allons être les premiers perdants, encore une fois. Donc, je pense que c'est un 4 années assez chargé devant lesquelles on se retrouve, mais c'est sûr et certain que si le Canada reste dans cette direction-là, je crois que les prédictions de Pierre Lassonde par rapport à un dollar canadien qui pourrait chuter à 1,50 $ et même, quasiment à 50%, donc s'éloigner encore plus de la parité et nous faire perdre un pouvoir d'achat par rapport aux Américains, c'est un scénario très plausible, mais il existe aussi plusieurs scénarios pour nous tirer d'affaire. Ça va vraiment dépendre du gouvernement Trudeau là-dessus. Et quels seraient vos conseils, vous, là? Ça serait véritablement développer les ressources naturelles, par exemple, en priorité? Oui, Couper le ben gouvernement et développer nos matières premières? ben oui, de un, augmenter les revenus du gouvernement avec les ressources naturelles et non avec les deniers publics ou avec les contribuables. Déjà qu'on est les plus taxés et imposés en Amérique du Nord, au Québec, on va pas s'en imposer davantage. Le véritable travail présentement au niveau des finances publiques du Québec, il est entre les mains du gouvernement. C'est de réduire les dépenses. Le Québec n'a pas un problème de revenus. Ceci étant dit, on doit à la fois réduire nos dépenses pour en fait régler
autant le déficit financier que le déficit structurel qu'on a au Québec depuis plusieurs années, où est-ce que nos dépenses augmentent plus rapidement que nos revenus, mais il faut aussi augmenter nos revenus pour s'enrichir. Et ça faisait partie, il faut le rappeler, du fameux livre Projet Saint-Laurent, Cap vers un Québec gagnant là, de François Legault, où est-ce qu'on parlait de développer les ressources du Saint-Laurent. On sait qu'on a à Anticosti, par exemple, pas loin de 4000 milliards en pétrole qui dorment. On a des centaines de milliards en gaz naturel qui dorment dans le Saint-Laurent, alors qu'on est sur le point de faire face à peut-être une situation d'insécurité énergétique et qu'en plus, on est dans une situation peut-être d'insécurité économique par rapport à nos partenaires. Ben oui, on a intérêt à les développer intelligemment, quand même avec un souci de l'environnement et en priorisant nos intérêts stratégiques, notre propre énergie pour nous-mêmes, puis après ça, de revendre ce qu'on est en mesure de revendre à nos partenaires dans le reste du Canada ou aux États-Unis. Mais tout ça doit être déployé. C'est dans le fond la meilleure des solutions pour que le Québec se retrouve dans une meilleure situation, justement, ça serait que la CAQ redevienne ce qu'elle était en 2018. Donc, c'est revenir à la bonne vieille approche, réduire les finances, réduire la fonction publique, déjà en réduire le poids, faire le ménage pour être en mesure de conserver un équilibre budgétaire et puis s'assurer de développer les ressources naturelles pour enrichir les Québécois d'aujourd'hui et de demain. C'est pas comme si la solution n'était pas déjà à portée de main, mais il faut un gouvernement qui a le courage de faire ces choses-là et on a vu ce même gouvernement faire constamment un 180 degrés sur tout ce que je viens de nommer. Donc, je veux pas être pessimiste, mais disons que les attentes sont très élevées. En terminant, Nicolas Gagnon, qu'est-ce qui est sur votre radar là, dans les prochaines semaines? J'imagine qu'il y a d'autres. On va suivre de près les tractations entre le gouvernement, l'administration Trump là, qui commence d'une certaine façon déjà son deuxième mandat. Mais qu'est-ce qui est sur votre radar là? Ben définitivement, ce qui se passe à Ottawa présentement, on a entendu parler la semaine dernière également, comme vous avez mentionné à plusieurs reprises, là, les questions de chèques et de congés de TPS. Effectivement, c'est quelque chose qui va être encore fortement débattu, ne serait-ce que cette semaine et fort possiblement dans les prochains jours également. J'ai hâte de voir la suite. Effectivement, on sait que les chèques n'auront pas lieu parce que le NPD, le Bloc québécois et les conservateurs semblent s'y être opposés. Mais il y a aussi le congé de TPS qui est dans la balance présentement et qui n'a pas été complètement décidé. Il y a des fortes chances qu'il n'ait pas lieu. Ceci étant dit, au-delà des nouvelles dépenses annoncées, il y a une mise à jour économique du gouvernement fédéral qui devrait survenir d'ici la mi-décembre. Faut dire que les finances publiques au fédéral sont dans un très mauvais état quand on les compare aux finances du Québec, faut le dire. Mais un point important, c'est que le déficit au fédéral était de 40 milliards en mars dernier et le directeur parlementaire du budget à Ottawa, dont on aurait bien besoin à Québec quand on y pense, disait récemment que le déficit, c'est plutôt de 46 milliards. Or, ça, c'était bien sûr avant d'annoncer un possible congé de TPS qui priverait le gouvernement du Canada d'environ 1,6 milliard en taxes sur 2 mois et les autres types de dépenses qui ont pu être annoncées qui vont l'être prochainement d'ici le prochain budget. Donc, clairement que la question des finances publiques fédérales reste un enjeu majeur, surtout quand on sait qu'on rentre tranquillement dans une année électorale en octobre 2025. Ça va être très chaud d'ici le mois d'octobre. Mais un dernier point aussi, c'est ce fameux vote qui est attendu bientôt quant à la possibilité que les élections soient repoussées d'une semaine. Comme on sait, les élections sont supposées avoir lieu le 21 octobre, mais plusieurs parlementaires libéraux ont poussé pour un projet de loi qui est encore débattu et qui devrait permettre de remettre d'une semaine les élections fédérales. Si jamais ça a lieu, faut dire que ça va faire en sorte que plusieurs parlementaires libéraux, néo-démocrates, conservateurs et bloquistes vont être éligibles à une pension sur le dos des contribuables. Donc, simplement bouger les élections d'une semaine, ça peut avoir un impact sur, je veux dire, les finances publiques, ne serait-ce que plus de dépenses pour plus de pensions pour des politiciens qui ne les méritent pas nécessairement. Donc, on va espérer que les élections ne soient pas repoussées et que les politiciens qui veulent avoir des pensions les méritent au courant des prochaines élections. Donc, on s'aidera au courant là-dessus, mais il y a beaucoup d'éléments qui s'en viennent d'ici le prochain budget fédéral et même celui du Québec.
Et ça sera une joie de pouvoir vous accueillir, Nicolas Gagnon, à l'émission du Libre Podcast pour pouvoir discuter de ces nouvelles lorsqu'elles arriveront. Nicolas Gagnon, je rappelle que vous êtes directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables et vous étiez avec nous pour parler de plusieurs articles publiés sur votre page web au contribuable avec un s.ca. Alors, merci beaucoup, Nicolas Gagnon, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre sur l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.